Ici le compteur, ferme doucement les yeux, laisse le monde autour de toi s'effacer peu à peu. Sens ta respiration devenir lente et régulière, comme une mer tranquille au crépuscule. Ce soir, je t'invite à voyager loin dans le temps, à travers des siècles écoulés, vers une époque où l'Europe entière retenait son souffle. Imagine les rues pavées d'anciennes cités, les clochers dressés contre le ciel d'hiver, les marchés bruissant encore de vie, sans que personne ne sache que l'ombre approchait. Cette ombre, c'était un fléau silencieux, invisible à l'œil, qui glissait de port en port, de village en village, comme porté par un vent sombre venu des confins du monde. Mais ne crains rien, car dans ce récit, nous marcherons en observateurs paisibles, protégés par la distance du temps. Nous écouterons les histoires murmurées par ceux qui vécurent cette époque, sentirons l'air lourd des étés passés, verrons la lumière douce se poser sur des visages pleins d'espoir, avant que les rumeurs n'envahissent les places et que les cloches ne sonnent autrement. Ce soir, nous suivrons le chemin de la peste noire, non pas avec effroi, mais comme on suit le fil d'un vieux manuscrit, page après page, dans la quiétude de la nuit. Laisse-toi bercer par les mots et glisser doucement dans ce voyage au cœur d'un monde qui, il y a bien longtemps, affronta l'une des épreuves les plus marquantes de son histoire. L'histoire commence bien avant que les cloches des églises d'Europe ne sonnent le glas, bien avant que les rues pavées des villes médiévales ne se vident et que les campagnes ne s'assombrissent de silence. Nous sommes au milieu du XIVe siècle, dans un monde encore façonné par la lenteur des saisons et le rythme des récoltes. Les royaumes d'Europe vivent une époque faite de foi profonde, de guerres par intermittence, de foires et de pèlerinages, mais aussi d'un commerce grandissant avec des terres lointaines, les routes de la soie, ces longs rubans de poussière et de pierre, relient l'Occident au mystère de l'Orient. Les caravanes traversent des plaines sans fin, franchissent des montagnes enneigées, passent par de grandes cités aux marchés bruissants où les étoffes, les épices et les histoires changent de main. Mais sur ces mêmes routes, invisibles aux yeux humains, se déplacent aussi des voyageurs minuscules, des puces discrètes, abritant dans leur ventre un mal qui tôt ou tard changera le visage du continent. Les premières rumeurs naissent loin des ports européens, dans des terres que peu connaissent. On raconte qu'à l'est, dans les régions autour de la mer Noire, des villes entières se vident en quelques semaines. Des marchands reviennent en hâte, leurs visages fermés, murmurant qu'une étrange fièvre emporte les hommes plus vite que la lame d'une épée. Certains parlent d'une punition divine, d'autres d'un souffle mauvais qui flotte dans l'air. Les savants, eux, hésitent, car la science de l'époque ne sait nommer ni comprendre ce fléau invisible. Au port de Caffa, sur la côte de Crimée, la tension monte. Les navires génois chargés de marchandises exotiques croisent des bateaux plus sombres, lestés de morts silencieux. Les chroniques racontent qu'un siège militaire aurait précipité le mal vers la mer. Des assaillants, eux-mêmes frappés par la maladie, auraient catapulté par-dessus les murailles les corps gonflés de leurs morts, comme une arme insidieuse. La peur et la maladie s'entremêlent. Caffa, jadis lieu de passage et d'échange, devient une porte par laquelle la peste s'apprête à entrer en Europe. Mais à ce moment-là, personne dans les campagnes du royaume de France, dans les ruelles de Londres ou sous les dômes de Florence, n'imagine encore ce qui s'avance. Les marchands poursuivent leur route, poussés par le besoin et l'appât du gain. Leurs navires prennent le large, leurs voiles blanches gonflées par les vents du sud, porteurs non seulement de soieries et d'épices, mais aussi de puces, cachées dans les fourrures et les cargaisons de grains. Dans les ports méditerranéens, les quais ça anime comme toujours.
Les cris des dockers se mêlent au parfum du poisson frais et des herbes sèches. Les enfants courent entre les piles de caisses, riant aux éclats, et pourtant dans les cales sombres, la peste attend, tapie dans l'ombre. Au fil des semaines, la mer devient le chemin invisible du fléau. Marseille, Gênes, Messine. Un à un, les ports voient arriver des navires qui, à peine accostés, laissent derrière eux la rumeur du mal. On raconte que dans certaines villes, les navires étaient laissés à l'ancre, personne n'osant monter à bord. Mais souvent il était déjà trop tard. Les rats, passagers indésirables, avaient gagné la terre ferme. Dans les premiers foyers touchés, tout commence par une fièvre soudaine, des frissons violents, puis l'apparition de bubons noirs et douloureux dans les aisselles ou haleines. En quelques jours, le malade s'éteint comme une chandelle dans un souffle de vent. Les prêtres prient, les médecins, impuissants, appliquent des onguents, brûlent des herbes ou saignent les malades. Rien n'arrête la progression. Pourtant, dans ces premiers instants, le phénomène semble encore lointain aux yeux de la majorité. La vie continue dans les châteaux et les bourgs. Les marchés restent animés, les fêtes se tiennent et l'hiver approche avec son froid vif, donnant l'impression que les maladies reculent. Mais sous cette illusion, la peste progresse lentement, invisible et inarrêtable. Les premiers chroniqueurs qui en parlent la décrivent comme une brume qui descendrait des montagnes, ou comme une marée qui, vue de loin, paraît immobile mais recouvre tout sur son passage. C'est l'aube du fléau, et déjà, son ombre plane sur les toits d'Europe. Dans les foyers où la maladie a frappé, on voit parfois les portes marquées d'une croix rouge, signe que la famille à l'intérieur est condamnée. Les cris des endeuillés résonnent la nuit, vite étouffés par la peur d'attirer le mal. Dans certains ports, les habitants fuient vers l'intérieur des terres, pensant échapper à ce qui vient de la mer. Mais la mer n'est pas seule coupable. Les routes commerciales terrestres, elles aussi, portant en elles la semence de la catastrophe. Ainsi, à la fin de l'année 1346, alors que l'Europe se prépare à entrer dans un nouvel hiver, la peste noire a déjà posé un pied ferme sur le continent. Invisible mais tenace, elle se glisse dans les villes et les villages, attendant le moment où soudain tout basculera. L'hiver d'abord semble ralentir la marche du fléau. Les vents froids balayent les plaines et figent les rivières, comme si la nature elle-même voulait endormir la menace. Mais ce n'est qu'une illusion passagère. Dans les ports méditerranéens déjà touchés, la maladie couve sous les toits. Dans les ruelles étroites, où la chaleur des foyers entretient les rats et les puces. Au retour des beaux jours, lorsque les marchés se remplissent de nouveau et que les navires reprennent leurs balais, la peste se réveille avec une vigueur effrayante. Elle voyage vite, portée par la mobilité des hommes, des marchandises et des animaux. À Gênes, Messine, Marseille, les chroniqueurs notent que ce qui avait commencé par quelques cas isolés devient bientôt une marée de malades. Les rues se vident, les cloches sonnent sans cesse, non pour appeler à la prière mais pour accompagner les cortèges funéraires. Dans les campagnes, la peste avance plus lentement, mais inexorablement. Les marchands ambulants, les pèlerins et les soldats ramènent avec eux l'invisible mal. On la voit apparaître à Avignon, où le pape Clément se retranche dans une pièce fermée, entouré de feux allumés pour purifier l'air. À Paris, les étudiants discutent des causes possibles, oscillant entre hypothèses célestes et miasmes terrestres. Mais rien de tout cela n'empêche la propagation. Dans certaines villes, on dit que la moitié de la population disparaît en quelques mois. Les charrettes chargées de corps deviennent un spectacle quotidien. Les fossoyeurs dépassés creusent de vastes fosses communes recouvertes à la hâte de chaux vives. Les gens fuient, espérant trouver refuge ailleurs, mais emportent souvent la peste avec eux,
Les routes sont jalonnées de villages abandonnés, maisons ouvertes au vent comme figées dans un sommeil sans retour. L'ordre social vacille, les nobles se retirent, les commerçants ferment, les artisans disparaissent. La peur transforme les comportements, certains aident leurs voisins malades, d'autres fermant leurs portes. Les églises restent pleines, non de fidèles, mais de corps alignés en attente de sépulture. Dans les campagnes d'Angleterre, la peste suit les rivières et les marchés. Elle franchit la Manche, touchant Londres, où la densité et la saleté font d'elle un terrain fertile. Les chroniqueurs anglais décrivent des jours où l'on enterre plus de 1000 personnes. Pourtant, au cœur même de cette désolation, la vie continue par instants. Un mariage discret, un enfant qui joue seul, un musicien grattant une mélodie nostalgique. Ce contraste donne à l'époque une atmosphère étrange où l'on oscille entre la certitude de la mort et l'instinct vital. Parfois, une ville est épargnée, tandis qu'un village voisin est décimé. Les lieux humides ou proches des points d'eau semblent plus vulnérables. Les médecins usent d'amulettes, brûlent des herbes, prescrivent des saignées. Dans les esprits, l'explication divine domine. Colère céleste, punition pour les péchés, les processions de flagellants, censées apaiser Dieu, ne font qu'aggraver la propagation. L'été 1348 marque un tournant. L'Espagne, la France, l'Angleterre, les Flandres, l'Italie sont durement touchées. Les routes deviennent des couloirs du silence, interrompus par le cri des charretiers ou le son des cloches. Dans certaines régions, la mortalité est telle que les champs restent en friche, les moissons se perdent, les moulins cessent de tourner, les marchés se vident. Pourtant, le monde continue, le soleil se lève sur des villages vides, les saisons se succèdent, les fleurs poussent dans les fossés, la pluie lave les pavés. Cette lenteur implacable de la nature contraste avec la fulgurance du fléau, comme si le temps humain et celui du monde suivaient deux rythmes différents. La propagation fulgurante de la peste noire devient une fracture dans la mémoire des hommes, un repère indélébile qui marquera les générations futures. Et pourtant, l'histoire n'est pas terminée. Le mal n'a pas encore atteint tous les recoins du continent, et ce qu'il laissera derrière lui transformera profondément l'Europe médiévale. La peste noire n'est pas seulement une maladie qui frappe les corps, elle s'infiltre dans les esprits, transforme les regards et modifie les gestes quotidiens. La peur devient un parfum lourd qui imprègne villes et campagnes, invisible mais omniprésent. Elle se lit dans les visages tirés des marchands qui osent encore ouvrir leur échoppe, dans les yeux méfiants des voisins qui se croisent sans se saluer, dans le silence soudain qui s'installe quand un étranger pénètre dans un village. La moindre toux, la plus petite rougeur devient un signe redouté. Les liens d'amitié et de parenté se distendent, comme si un fil invisible se rompait sous la tension. Certains refusent de soigner leurs proches, par peur de les rejoindre trop vite dans la tombe. D'autres restent au chevet des malades jusqu'au dernier souffle, acceptant le risque avec résignation et une étrange paix. Dans les rues, les processions religieuses rassemblent ceux qui espèrent conjurer la colère divine. Les chants montent vers le ciel, parfois entrecoupés de sanglots. Les flagellants traversent les cités en se frappant le dos, croyant purifier leurs âmes par la douleur. Leur passage, souvent suivi d'une flambée de cas, provoque autant d'effroi que de fascination. Les Juifs deviennent des boucs émissaires dans certaines régions, accusés d'empoisonner les puits. Ces rumeurs mènent à des violences brutales, expulsions, pillages, massacres. Les médecins vêtus de longues robes enduites de cire et de masques, en forme de becs d'oiseaux remplis d'herbe, sont des silhouettes irréelles.
Les enfants les regardent passer comme des apparitions d'un autre monde, mi-craintifs, mi-fascinés, parfois intrigués par l'odeur des plantes qui s'échappent du bec. Les plus riches peuvent les payer, mais leurs efforts sont souvent vains. Derrière les portes closes, des familles se murent, vivent dans l'ombre, fenêtres fermées et volets tirés, comme si l'air extérieur portait la mort. Dans certains quartiers, un silence épais règne, brisé seulement par le grincement d'une charrette ou les pas d'un prêtre pressé. Les jours semblent plus longs, chaque heure vécue sans tomber malade est une petite victoire, un sursis offert par le destin. Les saisons perdent leur douceur, l'été n'apporte plus de fête, l'hiver n'apporte plus de chaleur, seulement l'attente incertaine du lendemain. La peur s'invite aussi dans les rêves, procession de mort, visages familiers disparaissant dans la brume, bras tendus réclamant de l'aide. Dans les villes marchandes, les marchés déclinent, les étals se vident, les marchandises venues de loin sont suspectées, les ports perdent leur tumulte, les navires restent à l'ancre, les marins errent, cherchant à tromper l'ennui par des histoires, des jeux ou des chants mélancoliques. Même les animaux semblent affectés, chiens prudents, chats absents, chevaux hésitants, comme si eux aussi comprenaient qu'un danger rôde. Les visages de la peur sont multiples. Une mère qui serre son enfant, un moine qui recopie les textes sacrés, un pèlerin solitaire se signant à chaque croix. Mais il existe aussi un visage inattendu, l'indifférence. Certains, après trop de pertes, se détachent du monde, leur regard vide, reflétant une lassitude profonde. Et puis il y a ceux qui, par foi ou instinct de survie, continuent à cultiver, réparer, chanter malgré tout, comme pour défier le mal. Parfois un rire timide s'échappe d'une maison, une chanson monte d'un champ isolé, un fil de lumière se glisse à travers les volets fermés. Ces visages, plus rares, sont comme des lueurs au milieu de l'ombre, rappelant que même dans la peur la plus dense, une part de l'humanité résiste. La peste noire révèle toutes les facettes de l'âme humaine. Générosité, égoïsme, foi, colère, désespoir et parfois, contre toute attente, espoir. Ce mélange gravé dans les mémoires sera raconté longtemps après le fléau, comme un souvenir à la fois douloureux et profondément humain, transmis de bouche en bouche jusqu'aux enfants qui, bien des siècles plus tard, écouteront encore ces histoires au coin du feu, frissonnant autant de fascination que d'effroi, se demandant comment leurs ancêtres avaient trouvé la force de survivre là où tout semblait perdu. La peste noire ne laisse pas seulement derrière elle des rues vides et des maisons closes, elle frappe au cœur même des rouages de l'économie et ébranle les fondations de la société médiévale. Les campagnes, autrefois animées par le rythme des semailles et des récoltes, se couvrent de champs en friche. La mort a fauché non seulement les paysans, mais aussi les bras qui nourrissaient les seigneuries. Les seigneurs voient leurs revenus diminuer, incapables de percevoir les redevances habituelles. Dans certains villages, on compte si peu de survivants que la terre n'est plus labourée, les moulins à eau restent immobiles et les greniers se vident. Les marchés hebdomadaires, lieux essentiels d'échange, se réduisent à quelques étals clairsemés, les voix des marchands se faisant rares. Les prix des denrées fluctuent. Dans certaines régions, la nourriture manque et son coût grimpe. Dans d'autres, l'abondance liée à la baisse de la demande entraîne une chute brutale des prix. Les villes commerçantes, poumons de l'économie, voient leurs activités s'effondrer. Les artisans ferment boutiques, les ateliers de tisserands, de forgerons et de tanneurs tombent en silence. Les navires restent à quai,
leurs voiles repliés, car les échanges avec les ports étrangers sont perçus comme dangereux. Le commerce à longue distance, qui apportait soieries, épices et métaux précieux, se trouve presque paralysé. Les foires internationales, qui attiraient jadis marchands et voyageurs, deviennent des souvenirs. La peur d'importer la maladie tue la confiance entre cités et royaumes. Sur le plan social, la structure hiérarchique qui semblait immuable commence à se fissurer. Les seigneurs, fragilisés par la perte de main-d'œuvre, se voient contraints d'offrir de meilleures conditions aux paysans pour qu'ils restent cultiver leurs terres. Dans certaines régions, les survivants quittent leur village pour négocier ailleurs des rentes plus favorables ou migrent vers les villes en quête de travail. Ce mouvement inattendu renverse des siècles d'équilibre féodal. Les ouvriers qualifiés deviennent rares et leur valeur monte. Certains exigent des salaires plus élevés, provoquant des tensions avec les autorités qui tentent de fixer des limites. Les lois somptuaires, édictées pour maintenir l'ordre social, interdisent aux gens du peuple de s'habiller comme les nobles, mais ces règles sont de plus en plus bafouées. La prospérité soudaine de certains artisans ou laboureurs survivants leur permet d'acquérir des vêtements, des bijoux et même des terres. Dans les villes, la pénurie de main-d'œuvre entraîne parfois l'abandon de chantiers, l'arrêt de construction d'églises ou la ruine de quartiers entiers. Les corporations perdent des membres et doivent assouplir leurs règles d'apprentissage pour accueillir plus rapidement de nouveaux ouvriers. Mais ces transformations économiques ne se font pas dans un climat serein. Les tensions sociales se multiplient, les riches marchands tentent de préserver leur influence. Les guildes défendent leurs privilèges, les paysans réclament plus de liberté. Des révoltes éclatent sporadiquement, nourries par le sentiment que le monde ancien se défait et que l'ordre établi chancelle. Dans le domaine religieux, la peste fragilise l'autorité morale de l'Église. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu a permis un tel malheur. Certains prêtres, emportés par la maladie, laissent que leur paroisse s'en guide. D'autres, courageux, restent auprès des mourants, mais l'image d'une institution toute-puissante est écornée. Les pèlerinages déclinent, les monastères peinent à recruter, et les dons en argent ou en terre diminuent. La peur et la désillusion ouvrent parfois la voie à de nouvelles formes de piété plus personnelles, moins dépendantes de la hiérarchie ecclésiastique. Dans les grandes cités, les structures d'aide aux pauvres sont débordées. Les hospices manquent de tout, lits, nourriture, linge propre. Les orphelins errent dans les rues, cherchant un abri ou un morceau de pain. Les confréries charitables, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à répondre à l'ampleur des besoins. L'impact psychologique se mêle à l'impact matériel. Les survivants, enrichis ou ruinés par le hasard, vivent dans un monde où la certitude d'hier n'existe plus. Cette instabilité nourrit la créativité chez certains. La littérature, l'art et même les chansons populaires commencent à refléter un ton plus sombre, mais aussi plus libre, détaché des contraintes anciennes. Des chroniques racontent comment des villages entiers ont disparu, tandis que d'autres se sont relevés en accueillant de nouveaux habitants venus d'ailleurs. La peste noire, en dévastant l'économie et en fragilisant les structures sociales, prépare sans le savoir le terrain à de grands changements. Elle annonce dans son sillage la fin d'un certain Moyen-Âge figé et l'émergence d'une société plus mobile, plus instable, mais aussi plus consciente de sa fragilité. Dans cette ombre, certains y voient un désastre sans espoir, d'autres une possibilité de recommencer autrement, comme si, au milieu des ruines, un nouveau monde cherchait déjà à naître. Quand la peste noire finit par se retirer, elle laisse derrière elle un silence particulier, un vide qui n'est pas seulement celui des rues et des maisons abandonnées, mais aussi celui des voix éteintes à jamais. Les survivants portent sur eux des marques invisibles,
cicatrice profonde dans l'âme, plus lourde parfois que les pertes matérielles. Les visages absents hantent les souvenirs, les gestes du quotidien rappellent des absences. Une chaise vide près du foyer, un outil qui reste accroché au mur, inutilisé depuis des mois. Dans les villages, chaque maison évoque une histoire interrompue, chaque champ en friche parle de mains qui ne reviendront pas. Les enfants qui ont grandi dans cette atmosphère portent une maturité précoce. Ils connaissent la fragilité de la vie mieux que bien des adultes d'avant. Les anciens, eux, racontent ce qu'ils ont vu comme on raconte un cauchemar. Des charrettes de corps, des cloches sonnant sans répit, des visages pâles derrière des volets clos. Peu à peu, ces récits se fixent dans les mémoires et se transmettent, gagnant une place dans les contes, les prières et même les chansons. Dans certaines régions, on institue des journées de prière ou de jeûne pour commémorer la fin de l'épidémie. Les églises, quand elles le peuvent, font sonner les cloches à date fixe, rappelant que le mal pourrait revenir. Des fresques murales apparaissent, représentant des scènes de danse macabre, où la mort entraîne dans sa ronde le paysan comme le roi, le prêtre comme l'enfant, rappelant l'égalité de tous devant le trépas. Ce thème s'ancre si profondément dans la culture qu'il traverse les siècles, se glissant dans les vitraux, les enluminures et plus tard dans la littérature. Les familles tiennent des livres de mémoire où elles inscrivent les noms des disparus, parfois accompagnés de quelques lignes évoquant leur vie. Ces registres, souvent conservés dans les églises, deviennent des trésors fragiles, protégés des incendies et des guerres, car ils contiennent plus qu'une liste, ils portent l'écho d'un monde perdu. Dans les campagnes, certaines croix de pierre érigées en bord de route portent des inscriptions datées de ces années sombres. Elles marquent l'endroit où les processions s'arrêtaient pour prier, ou où l'on déposait les morts avant leur inhumation. Les voyageurs, des générations plus tard, s'y arrêtent encore, parfois sans connaître l'histoire exacte, mais sentant qu'un souvenir lourd habite les lieux. Dans les récits populaires, la peste prend un visage presque mythique. On la décrit comme une femme vêtue de noir, parcourant les chemins avec un balai. Là où elle passe en balayant doucement, les gens tombent malades. Là où elle se contente de marcher, la maladie épargne. Cette personnification permet de donner forme à ce qui reste incompréhensible, de rendre l'ennemi visible pour mieux l'intégrer dans les histoires du soir. Les communautés développent aussi des gestes hérités de la peur. Éviter les foules, purifier l'air avec des herbes, brûler certains objets touchés par les malades. Même lorsque la peste s'éloigne, ces habitudes persistent, comme des réflexes transmis presque sans explication. L'art garde aussi la trace de cette période. Les peintres et sculpteurs, inspirés par le choc collectif, créent des œuvres où la fragilité de la vie est au centre. On voit des représentations plus réalistes de la souffrance humaine, des visages amaigris, des corps allongés sans gloire, loin de l'idéalisation habituelle du Moyen Âge. Dans les manuscrits enluminés, les marges se peuplent de squelettes, de crânes et de scènes de funérailles, rappelant sans cesse que la mort n'est jamais loin. La mémoire de la peste se mêle aussi à celle des autres épreuves. Les famines, les guerres, les hivers rudes viennent renforcer l'impression que le monde est précaire et que l'ordre des choses peut se renverser en un instant. Cette conscience collective façonne les mentalités. On voit se développer une certaine humilité, mais aussi un appétit plus fort pour les plaisirs simples, comme si la vie devait être savourée tant qu'elle est là. Les chroniques écrites par les moines, les notaires ou les voyageurs fixent dans les mots les événements et les émotions de l'époque. Certaines sont précises, donnant des dates, des chiffres, des noms. D'autres sont plus poétiques, parlant de la peste,
comme d'un vent noir qui a balayé le continent. Ces textes, recopiés et conservés, deviennent des archives précieuses pour les générations futures, mais aussi des outils de mise en garde. Ils rappellent que ce qui s'est produit pourrait revenir. La transmission orale joue un rôle tout aussi important. Dans les veillées, on raconte aux plus jeunes ce que leurs parents ont vécu, mêlant réalité et légende. Ces histoires traversent les siècles, perdant parfois leurs détails exacts, mais conservant l'essence, la mémoire d'un danger invisible et implacable. Ainsi, la peste noire devient plus qu'un événement historique. Elle se transforme en repère dans le temps, une ligne de séparation entre un avant et un après. Ceux qui ont vécu avant en parlent comme d'un âge d'innocence, et ceux qui ont grandi après portent en eux, même sans l'avoir vu, l'ombre de cette mémoire. Cette empreinte, transmise de génération en génération, façonne encore longtemps les peurs, les croyances et les choix de ceux qui viennent après, comme si le souffle de la peste, affaibli mais jamais tout à fait éteint, continuait à murmurer dans les couloirs du temps. Peu à peu, presque imperceptiblement, la peste noire commence à s'éloigner. Il n'y a pas de grands cris de victoire ni de cloches joyeuses qui annoncent la fin, seulement une lente diminution des cas, une respiration timide qui revient dans les rues. Dans certaines régions, elle disparaît comme elle est venue, laissant derrière elle un silence que personne n'ose encore rompre. Dans d'autres, elle recule par vagues, se retirant pour mieux revenir un mois plus tard, comme si elle testait la résistance des survivants. Les médecins et les prêtres ne savent pas l'expliquer. Certains attribuent cette accalmie à la volonté divine, d'autres à des changements dans l'air ou au froid de l'hiver. Les hommes de science, peu nombreux, évoquent aussi la possibilité que la maladie ait trouvé moins de victimes à frapper, tant elle a déjà fauché de vie. Lorsque les habitants osent rouvrir leurs portes et que les marchés reprennent timidement, l'atmosphère reste étrange. Les survivants se reconnaissent entre eux comme des compagnons d'épreuve. Un simple regard suffit pour rappeler ce qu'ils ont traversé. Les visages ont changé. Il y a moins de jeunesse dans les traits, plus de gravité, parfois aussi une lumière nouvelle, celle d'avoir vu la mort de près et d'être encore debout. La reconstruction est lente, les champs sont labourés de nouveau, les animaux reprennent place dans les étables, les navires repartent vers d'autres rivages. Mais tout ne retrouve pas son état d'avant. Des villages entiers restent abandonnés, engloutis par la végétation. Les terres changent de main, les héritages se multiplient, créant de nouvelles dynasties ou renforçant la fortune de quelques familles. Dans les villes, certaines maisons sont reconstruites, d'autres restent en ruine comme des cicatrices visibles. L'économie reprend, mais différemment. Les survivants savent leur valeur et n'acceptent plus les conditions d'autrefois. Les salaires augmentent dans plusieurs régions. Les paysans négocient de nouvelles libertés. Cette transformation sociale, amorcée par la pénurie de main-d'œuvre, devient l'un des héritages durables du fléau. L'art, la musique, la littérature portent aussi cette marque. Les fresques et les manuscrits continuent de montrer la danse macabre, rappelant à tous l'égalité devant la mort. Les chansons populaires parlent des jours sombres, mais aussi de la joie fragile de vivre encore. Dans les monastères, les moines recopient non seulement les textes sacrés, mais aussi les chroniques de la peste, comme pour s'assurer que personne n'oubliera. Les croyances se modifient. Si certains ont perdu la foi en voyant mourir des innocents, d'autres l'ont renforcée, persuadés d'avoir survécu grâce à la protection divine. Des confréries se créent pour entretenir les tombes, pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. Les processions de commémoration deviennent des traditions, mêlant prière et mémoire.
pourtant, la peste ne disparaît pas totalement. Des résurgences ponctuelles viennent rappeler que le danger n'est jamais loin. Les médecins prennent davantage au sérieux les questions d'hygiène et d'isolement, même si la science médicale reste balbutiante. Les villes commencent à réfléchir à des mesures de quarantaine inspirées par l'expérience récente. Dans la mémoire collective, il y a désormais un avant et un après. L'avant, c'est le temps d'une Europe dense, confiante dans l'ordre établi. L'après, c'est un continent marqué par la conscience de sa vulnérabilité, mais aussi par une énergie nouvelle, née de l'instinct de survie. Les récits de la peste, transmis de génération en génération, deviennent un avertissement et une leçon. On y lit la fragilité des choses, mais aussi la force de ceux qui ont résisté. La nature indifférente poursuit son cycle. Les forêts recouvrent les terres abandonnées, les fleurs poussent dans les fissures des murs, les oiseaux chantent au-dessus des charniers oubliés. Cette renaissance lente et silencieuse rappelle que la vie reprend toujours, même après les pires épreuves. Certains villages, jadis anéantis, renaissent sous un autre nom, avec de nouveaux habitants. Les ruines d'églises servent de fondation à des chapelles plus modestes. Les places publiques retrouvent les rires d'enfants. Mais au fond de chaque célébration persiste une ombre, une mémoire discrète qui rend la joie plus précieuse encore. L'héritage de la peste noire n'est donc pas seulement celui des pertes, mais aussi celui des changements qu'elle a provoqués. Un monde plus attentif à la santé publique, une société où les hiérarchies commencent à se déplacer, une culture marquée par la conscience du temps qui passe et de la mort qui veille, et même si des siècles plus tard, les détails de ces années sombres se brouilleront dans les mémoires, l'empreinte de la peste continuera à se deviner dans les pierres des villes, dans les histoires racontées au coin du feu, dans les croix solitaires au bord des chemins. Comme un écho lointain, elle rappellera que l'humanité, fragile et forte à la fois, porte en elle la capacité de tomber et de se relever, encore et toujours, même face à ce qui semble vouloir la détruire. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.